Merci de rester fidèle à la chaîne des valeurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Ce jeudi, le conseil municipal de Thiès-Ouest a élevé le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au rang de citoyen d'honneur. Il a présidé la cérémonie d'inauguration du mémorial Lat Dior à Ziguinchor. Le ministre de la fonction publique a inauguré le nouveau centre médio-social décentralisé de la région. Avec un taux de prévalence plus faible chez les jeunes, les infections au VIH restent préoccupantes. Entre inégalité sociale, pression économique et déséquilibre de pouvoir, les femmes sont en première ligne. Face à ces risques, la prévention devient essentielle pour protéger la jeunesse. Le racisme n'a pas sa place dans le monde. En Tunisie, une loi anti-racisme votée en 2018 n'a pas empêché le pays de sombrer dans la chasse aux étrangers. Une situation qui interpelle l'avocat Osni Mati dans son film documentaire La tête levée. Voilà le sommaire. Dans un instant, le développement. Le conseil municipal de Thiès-Ouest a élevé ce jour le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au rang de citoyen d'honneur de la dite ville. Bassirou Diomaye Faye a présidé la cérémonie d'inauguration du mémorial Lat Dior d'Amel du Cayor, mort en 1886 alors qu'il combattait le colon. La statue en bronze est installée entre la promenade des Thiessois et l'auditorium de la commune. Dans cette cérémonie, le maire de Thiès, Babacar Diop, a distingué le président de la République au rang de citoyen d'honneur de la ville de Thiès. À son arrivée, le cortège présidentiel a été accueilli par les pensionnaires d'écoles primaires, secondaires et établissements de formation professionnelle. Nous y reviendrons. Direction Ziguinchor, où le ministre de la fonction publique a inauguré le nouveau centre médio-social décentralisé. Ce dispositif permet d'anticiper la prévention tout en assurant une santé durable à la population. Selon lui, c'est un élan de marque pour concrétiser la vision et la volonté de l'État pour servir ses citoyens. Écoutons les propos d'Olivier Bocal. Aujourd'hui, nous venons de poser un acte qui vient concrétiser cette vision et volonté de l'État à aller vers les citoyens, d'être beaucoup plus proches de nos concitoyens pour leur servir au mieux. Nous continuerons à cibler les pôles territoires, les différents pôles territoires, pour abréger en tout cas ces distances qui handicapent un peu les travailleurs, aussi bien les travailleurs que les institutions qu'ils servent. Donc il faut dire que le droit à la santé participe vraiment à la productivité des agents. Si un agent qui est malade, vraiment ne peut pas délivrer un service public de qualité. Donc c'est pourquoi l'État met en place un dispositif qui lui permette non seulement d'anticiper, parce que le centre médical fait dans la prévention, et donc anticipe sur les maladies et permet à nos concitoyens, aux travailleurs de l'État, de pouvoir être en bonne santé et leur famille et délivrer le service public comme il se doit. C'est une révolution puisque nous, on va dire presque 90% des visites que nous recevons au niveau de la fonction publique concernent des agents qui viennent s'enquérir de leur situation administrative. Avec un taux de prévalence plus faible chez les jeunes, les nouvelles infections au VIH restent préoccupantes. Face à ces risques, la prévention devient essentielle pour protéger une génération en pleine découverte de sa vie sexuelle. Écoutons Dr Safietou Thiam, secrétaire exécutif du CNSL. Nous faisons toutes ces activités-là pour que les personnes vivant avec le VIH prennent en charge. Parce que vraiment, la stigmatisation, pour lutter contre ça, c'est les personnes vivant avec le VIH elles-mêmes qui doivent se mobiliser. Et c'est ce que nous leur disons. Il y en a quelques-uns que vous connaissez, donc qui ont vraiment beaucoup de leadership. Alors, les nouvelles infections qui augmentent chez les jeunes, j'ai la première partie de la question, je n'ai pas la deuxième. Le taux de prévalence est beaucoup plus faible chez les jeunes. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, le taux de prévalence, c'est les nouveaux et les anciens.
Mais chez les jeunes, on a surtout les nouveaux. Donc on n'a pas la partie les anciens. Anciens, ils ont parce qu'ils sont jeunes, ils commencent leur vie sexuelle. Donc ils viennent peut-être juste de s'infecter parce qu'ils viennent de commencer. Les jeunes qui prennent des risques. C'est pour ça qu'il faut leur donner les informations en amont pour qu'ils ne s'infectent pas. Maintenant, pour les adultes, ils ont vraiment tout le temps. Par exemple, si tu prends quelqu'un de 20 ans et quelqu'un de 40 ans, ils ont tous les deux, ils ont commencé leur vie sexuelle à 19 ans. Celui qui a 20 ans a juste peut-être 1 an d'exposition au VIH, mais l'autre a 21 ans d'exposition au VIH. Donc tu vois, si tu calcules, l'adulte va avoir plus de risques. Mais on ne voudrait pas que ce jeune-là arrive à 40 ans avec le VIH. Entre inégalité sociale, pression économique et déséquilibre de pouvoir, les femmes sont en première ligne face au VIH. Leur vulnérabilité, renforcée par des facteurs biologiques et culturels, appelle à des réponses adaptées. C'est la seule issue si l'on veut arriver à inverser les tendances et protéger les plus exposés. Nous l'écoutons. Le VIH est lié aux conditions sociales. Donc, si on regarde les taux de pauvreté, c'est plus développé chez les femmes que les hommes. Donc, les femmes vont, surtout quand elles ont une charge familiale des enfants, elles vont être plus vulnérables pour avoir de l'argent, etc. Donc, il y a ce facteur pauvreté. Il y a aussi un facteur de pouvoir, de puissance. La femme n'a pas le pouvoir d'imposer le préservatif à son mari ou à son partenaire. Donc la décision de se protéger, même s'il y a le préservatif féminin, nous savons tous que dans la négociation du préservatif, l'homme a vraiment le pouvoir. L'âge est un facteur d'exposition. Donc une jeune fille de 19 ans et un jeune garçon de 19 ans. Le jeune garçon de 19 ans a moins de chances d'avoir un partenaire dans la tranche d'âge de 40 ans que la jeune fille. Il y a le facteur biologique. La femme, son organe génital est tapissé par une muqueuse. Une muqueuse qui est perméable aux infections. Donc c'est pour ça que nous surveillons les nouvelles infections chez les jeunes. Et la prévalence, je l'ai dit, c'est beaucoup plus faible chez les jeunes. Je pense que c'est moins de 0,1% chez les jeunes. Restons dans ce sujet. La transmission du VIH est répréhensible au Sénégal. Faudrait-il limiter cette mesure aux cas de contaminations intentionnelles? Le directeur adjoint des droits humains, Babacar Diouf, juge injuste la pénalisation de la transmission du VIH, sauf dans les cas de contamination intentionnelle. Il animait une conférence sur le thème « Suivre le chemin des droits pour l'élimination du sida au Sénégal ». Une activité organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida par le Conseil national de lutte contre la maladie. Autre aspect de l'actualité, dans le cadre des séjours d'activisme contre les violences faites sur le genre, le CDPE de Saint-Louis a organisé une journée de sensibilisation pour souligner l'urgence d'agir contre les violences à l'égard des femmes. Selon Koumba Gueye, leur porte-parole, ces violences sont dues aux facteurs économiques qui secouent cette zone. Écoutons ses propos. Environ 31,9% des femmes âgées de 15 ans ou plus subissent des types de violences dans les régions de Diourbel. Dans cette prévalence plus élevée, 42,6% du lot, par les facteurs socio-économiques tels que la pauvreté, le manque d'éducation des femmes vivant dans les zones rurales, comme certaines parties de la région de Saint-Louis, sont particulièrement vulnérables. L'implication des autorités est essentielle dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elles ont le devoir de protéger les victimes, de promouvoir des lois et des sanctions contre les agresseurs et de garantir des services de soins accessibles à toutes les femmes et filles. Les autorités doivent également sensibiliser la population sur les droits des femmes et sur les conséquences des violences faites sur le genre en collaborant avec les organisations et les sociétés civiles. Elles peuvent mettre en place
des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation pour changer les mentalités. C'est en agissant de cette manière proactive et en prenant des mesures concrètes que nous pourrons réellement combattre ce fléau. Direction le bassin arachidier à Kaolack, le collectif des opérateurs, producteurs et exportateurs de graines d'arachide, COPEGA, a tenu la 9e édition de son forum annuel. Le thème de cette année, l'arachide au Sénégal, état des lieux et perspectives à l'horizon 2050. Lors de cette cérémonie, la presse locale a été honorée en la présence de Mamadou Kamara dit Kamou. Le journaliste a profité de l'occasion pour saluer l'initiative avant de remercier ses confrères de Kaolack. Écoutons ses propos. Je viens d'être vraiment honoré. Et si je suis honoré, c'est toute la presse kaolackoise qui est honorée. Et ça a été une fierté pour moi, d'autant plus que lors de la réception de cette distinction, on a vu la présence de l'ensemble des consoeurs et confrères qui étaient ici présents vraiment pour m'accompagner. Cela montre encore une fois l'esprit de solidarité qui anime cette presse kaolackoise. Donc cette distinction, on me l'a remise, mais c'est pour toute la presse kaolackoise, l'ensemble des consoeurs et confrères. Ce jour sera un jour mémorable et restera gravé effectivement dans les annales des médias sur l'ensemble du territoire national. Donc je tiens à remercier encore une fois le COPEGA qui a eu effectivement l'amabilité de me compter parmi les récipiendaires. Cela veut dire qu'effectivement, à travers ma modeste personne, le COPEGA effectivement pense déjà que ces journalistes de Kaolack sont en train de faire un travail extraordinaire. C'est destiné surtout à Kamou, mais c'est toute la presse qui en bénéficie. Comme Kamou vient de le dire, c'est une chose qui l'intéresse directement, mais c'est aussi une chose qui intéresse toute la presse de Kaolack, y compris les jeunes qui sont à côté, à nos côtés. Et ces jeunes-là, justement, qu'on doit féliciter aussi, qu'on doit remercier, mais aussi qu'on doit encourager à persévérer de l'avant, pour que plus tard, eux-mêmes, ils vont bénéficier de ces genres de trophées. Parlons du racisme qui n'a pas sa place dans aucun pays du monde. De surcroît, en Afrique, en Tunisie, une loi anti-racisme votée en 2018 n'a pas empêché le pays de sombrer dans la chasse aux étrangers. Une situation qui interpelle l'avocat Osni Mati dans son film documentaire La tête levée, publié en collaboration avec les Grands Moulins de Dakar. Il s'explique justement au micro de Papa Alassane Diop. Le film revient sur une séquence qui a eu lieu au cours du premier semestre 2023 sur la situation des subsahariens de façon générale et des Noirs, de façon générale et des subsahariens de façon plus particulière. Je travaille sur les questions de discrimination et de racisme en tant qu'avocat depuis de nombreuses années. J'ai plusieurs affaires contre des personnes de premier plan d'extrême droite en France. Je pense à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour par exemple. Et pour moi c'était une continuité de la lutte pour le respect de la dignité humaine sur laquelle j'ai été amené à travailler en Tunisie, qui est un de mes pays d'origine. Et de ce point de vue-là, le scénario s'est imposé à moi puisque j'avais commencé à travailler en 2022 et en 2023 la situation a beaucoup évolué. Pour l'instant la diffusion se fait à travers des rencontres qui se font, que j'ai pu faire en France, aux États-Unis mais aussi en Tunisie et les gens sont souvent très émus en regardant ce documentaire. Les gens très souvent me remercient en me disant merci d'avoir montré des choses que les gens ne montrent pas. Et c'est vrai que moi, mon objectif, lorsque j'ai réalisé ce documentaire, c'était de donner la parole à des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, parce qu'on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur âge. Très souvent, on parle de personnes, de chiffres, de gens qui ont traversé la Méditerranée, qui sont mortes, mais on ne sait pas comment elles s'appellent, on ne connaît pas leur histoire. Et moi, je voulais humaniser ces personnes-là en racontant leur histoire. L'actualité internationale nous amène en Israël qui a mené des centaines de frappes aériennes pour détruire les sites militaires en Syrie. En Europe, la Bulgarie et la Roumanie ont le feu vert des 27
pour une entrée dans l'espace Schengen. Mais on commence en Afrique avec le discours sur l'état de la nation de Félix Tshisekedi en République démocratique de Congo. N'est-ce pas, Mamadou Thiam? Félix Tshisekedi est son premier discours du genre depuis sa réélection pour un second mandat fin 2023. Le président a présenté ce discours comme un bilan de l'année 2024. Félix Tshisekedi a évoqué ensuite la situation sécuritaire dans l'Est, rendant hommage aux militaires et leurs alliés, les milices Wazalendo engagées contre les forces du M23 et du Rwanda. En Syrie, depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël a mené des centaines de bombardements sur des sites militaires pour éviter qu'ils ne servent contre l'État hébreu. C'est totalement contraire au droit international, disent plusieurs experts de l'Organisation des Nations Unies, également inquiets par l'impunité dont jouit Israël dans sa guerre à Gaza. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui s'appuie sur un vaste réseau de sources en Syrie, a recensé près de 310 frappes israéliennes visant, selon lui, des aéroports, des radars et des dépôts d'armes dans plusieurs régions. Enfin, en Europe, les pays de l'Union européenne ont donné ce jeudi leur accord à l'adhésion complète de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen à partir du 1er janvier, après des années d'attente. Dans un communiqué commun, les deux pays ont en écho immédiatement salué une décision historique, rappelant qu'il s'agissait d'un objectif clé depuis leur entrée dans l'Union européenne en 2007. Cette pleine adhésion a été rendue possible grâce à la levée du veto de l'Autriche, réfractaire en 2022. Vienne avait finalement accepté une adhésion partielle de Sofia et Bucarest en mars dernier, limitée aux aéroports et aux ports maritimes. C'est l'essentiel de l'actualité internationale. Merci Mamadou Thiam. Ce tour d'horizon met fin à ce rendez-vous d'information. Merci à toute l'équipe de réalisation. Bonne suite de programme sur nos antennes.